question s'adresse à Madame Julien. On voit qu'il y a beaucoup d'efforts de mis pour changer l'image. Est-ce que vous avez une hypothèse ou est-ce que vous savez pourquoi l'industrie de la mode est si rébarbative à changer justement l'image qu'elle véhicule? Effectivement, on accuse souvent l'industrie de la mode, hein, mais l'industrie de la mode, comme je l'ai précisé dans ma présentation, va commercialiser la mode. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, les phénomènes de mode. Les phénomènes de mode, on a plus ou moins de contrôle là-dessus. Je vous parlais des jeunes qui instaurent les modes. C'est pas des farces, c'est sérieux. Si on regarde ce qu'on porte aujourd'hui, ce que les jeunes et les gens en général portent sur la rue, je vous le disais, c'est les jeans, les t-shirts, les perfectos. Ça nous vient des années 45-50. C'est ça qu'on porte. Les cheveux de couleur nous viennent de fin 70, début 80. Pouvez-vous me nommer quelque chose qu'on porte à tous les jours, au quotidien, et qui n'a pas été créé ou proposé par des jeunes depuis 1980? Vous n'arriverez même pas à trouver. Alors, l'industrie, dans le fond, c'est une industrie comme les autres, parce que l'image de la mode, c'est sûr qu'on parle de mannequins, on parle de publicité, mais c'est toutes les publicités. Vous vendez une voiture, vous vendez des Mae West, vous vendez du chocolat, vous vendez... C'est toujours une image de femme très, très sexualisée. C'est pas uniquement dans l'univers de la mode. Évidemment, l'univers de la mode, comme ils vendent de la beauté, du rêve, ça va peut-être être accentué davantage. Puis je pense que demain matin, peut-être que Liliane Goldfarb va vous présenter des publicités de parfums. Ça a été ma thèse de doctorat, l'image des parfums, parce qu'on investit énormément d'argent dans le parfum. Quand on vous vend un parfum, on ne vous vend pas une odeur, on vous vend on vous vend du rêve, carrément. On vous dit que vous allez ressembler au personnage de l'image si vous portez ce parfum-là. Alors, et les gens qui pensent ne pas être influencés par les publicités, par les images, par leur environnement, par la mode, ça n'existe pas. On est le produit de l'environnement dans lequel on évolue. C'est sûr qu'on peut, comme ce qu'on fait aujourd'hui, on essaie de conscientiser pour justement avoir une vie. Ce qu'on vise, c'est le bonheur. Le bonheur des adultes, mais surtout le bonheur des jeunes, parce que leur vie commence à eux. Est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on s'habille comme ça? Est-ce qu'on est plus heureux parce qu'on consomme? C'est ça qu'on veut. On veut amener les jeunes à réfléchir parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens malheureux. Alors, nous, on est tous ici des gens conscientisés. C'est pour ça qu'on est là. Mais essayons, c'est difficile d'aller conscientiser des gens comme l'industrie de la mode. Je pense juste au Québec, vous savez que 80% des industries de la mode au Canada, c'est à Montréal. Et ça crée plus de 70 000 emplois. Alors, imaginez-vous sensibiliser les gens parce qu'ils rentrent en compétition. On est dans un phénomène de mondialisation. On est en compétition avec toutes les autres industries de la mode sur la planète. Alors, il faut faire attention quand on veut faire des changements, il faut les faire graduellement. Il faut qu'il y ait un petit glissement parce qu'on ne veut pas nuire à notre industrie non plus. Alors, il faut d'abord amener les consommateurs à changer, parce que c'est les consommateurs qui ont un pouvoir. Dans mon livre sur l'éthique de la mode, c'est intéressant parce qu'on a parlé de mannequinat et tout ça. Il y a un très, très beau texte de Karine Tina, qui est responsable de la chaire de recherche Simone de Beauvoir. Elle travaille à l'Université du Mexique. Vous allez voir, elle va expliquer pourquoi, finalement, on stigmatise beaucoup les mannequins qui font de l'anorexie. Mais dans le fond, c'est un phénomène qui n'appartient pas uniquement au monde de la mode, mais ces mannequins-là deviennent des diffuseurs d'images. Les jeunes veulent ressembler à ça, et c'est là qu'il y a un problème. Alors, il y a au niveau de la mode éthique, c'est la même chose. C'est le consommateur qui doit amener des changements. Mais pour que le consommateur fasse ça, il faut qu'il soit sensibilisé, il faut qu'il prenne conscience. Et le problème, c'est qu'il faut avoir du temps pour faire ça. Et vous savez, on est pris par le temps. Pour réfléchir, il faut s'arrêter, puis il faut regarder les choses, il faut prendre du recul. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on fait difficilement, parce que même ici, on est bousculé dans le temps, puis on est pressé. Alors, on est tous pris avec ce problème-là. Mais je pense que ce qu'on fait, ça a un impact. Moi, je fais beaucoup de communication dans les cégeps, dans les écoles, dans les maisons de la culture. Les jeunes veulent comprendre. Alors, à partir du moment où ils comprennent mieux les phénomènes, du jour au lendemain, ça se fait très, très rapidement, je trouve, au niveau des jeunes. C'est plus difficile de convaincre les adultes, c'est plus difficile de convaincre les gens de l'industrie parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a des postes en jeu, c'est beaucoup plus complexe. Il y en a une qui s'adresse à Mme Julie Bourgeois. Je me demandais le nombre d'utilisateurs du blog et aussi le nombre d'appels que vous recevez par jour. Puis ma deuxième petite question, vous serez libre ou pas d'y répondre, c'est pour Mme Julien.
Oui, la sensibilisation de la population, des jeunes, et tout ça, c'est important, mais je me demandais au niveau des étudiants en design, des futurs designers de ce monde, à la base, je me demandais quelles interventions étaient prévues avec, avec ces futurs designers-là et les écoles, s'il y en a une, et c'est ça. Merci. Juste pour vérifier, par blog, vous voulez dire forum? C'est ça? OK, parfait. Pour le nombre d'appels, c'est sûr que j'ai pas mes chiffres devant moi, mais en général, bon, durant la journée, tu vas pouvoir m'aider, Mélanie, je te mets nos affaires. Durant la journée, nous, on est des intervenantes permanentes qui sont là, qui prennent les appels. C'est sûr que durant le jour, les appels, c'est administratif, c'est des questions, des professionnels qui se posent des questions, des personnes de CLSC qui appellent pour savoir nos services. On va avoir quelques appels de personnes qui ont le trouble alimentaire, mais au niveau des proportions de qui a un trouble alimentaire nous appelle, dans quel corps de travail, c'est pas nécessairement durant le jour qu'ils vont le faire parce qu'ils sont au travail, sont à l'école. C'est pas un temps pour discuter de leurs problèmes. Ça va être plus le soir, à partir de 5 heures jusqu'à 9 heures et de 9 heures à minuit. C'est là qu'on voit vraiment les appels augmenter. C'est après une journée de travail, après une journée d'école, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Souvent aussi pour les crises alimentaires de boulimie, c'est souvent le soir que ça se passe quand ils sont plus isolés, quand ils sont peut-être un peu plus déprimés. Donc c'est pour ça que ces corps d'écoute-là, les intervenantes, c'est la plupart des appels, ça va être des personnes qui sont en crise, des personnes qui ont besoin de soutien. Mais durant le jour, c'est davantage des professionnels qui nous appellent pour ça. Mais en termes de chiffres, moi je dirais à peu près le soir, j'ai fait les corps d'écoute, un appel par heure, mais encore une fois, les appels, des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 1h30 si la personne est en grosse crise suicidaire. Donc avec ça, là, ça dépend vraiment. Au niveau de notre forum, Mélanie prend soin du forum. Je m'en viens, Mélanie. Je suis plus certaine du chiffre exact, mais à mon souvenir, ça tourne aux alentours de 70 utilisateurs pour le forum pour les jeunes. Pour les adultes, je sais qu'il est plus exploité que celui des jeunes, mais je ne pourrais pas dire le nombre actif d'utilisateurs. Bon, alors pour la question, c'était surtout sur le design, hein? C'est ce que vous dites, comment on peut intervenir? D'abord, je peux vous dire qu'à l'École supérieure de mode où j'enseigne, hein, c'est un programme de baccalauréat à l'université, donc, et c'est le seul programme en français en Amérique du Nord, soit dit en passant. On a sur 385 étudiants, 12 étudiants en design sur 3 ans. Alors, c'est vraiment pas là qui est l'essentiel, et je dois vous dire que au niveau de l'enseignement qui est donné à ces jeunes designers-là, c'est beaucoup plus sur la créativité. Mais là, on est en train de repenser au programme parce que, dans le fond, on devrait davantage axer sur la commercialisation. Parce que l'industrie est très, très forte à Montréal. Alors, la plupart de nos étudiants, ils sont attendus sur le marché. Il y a beaucoup d'industries à Montréal. Alors, au niveau du contenu maintenant, de ce qu'elles vont présenter, est-ce que c'est hyper sexualisé? Ça ne l'est pas. En principe, les jeunes designers, surtout les jeunes, parce qu'il y a des grands designers dans le monde qui ne sont plus jeunes. On pense justement à Jean-Paul Gaultier puis à d'autres designers qui ont quand même... Ce qu'ils vont présenter sur les podiums, ce n'est pas nécessairement ce qui va être porté dans la rue. Alors, il faut vraiment faire attention à ça parce que, encore une fois, ce qu'on voit dans la rue, c'est pas des designers qui l'ont proposé. C'est vraiment des jeunes qui instaurent les modes. Les designers s'inspirent aussi de cahiers de tendance. Ça nous coûte très, très cher les abonnements pour les cahiers de tendance. Les cahiers de tendance, ça va avec les valeurs. Si l'air est à l'hypersexualisation, c'est vraiment ce qui va se vendre. Si on voit partout des images de sexe, il y a plein de sites Internet qui parlent de sexualité. Si au cinéma, c'est vraiment la sexualité qui est mise de l'avant, c'est certain que ça va se refléter dans la mode et c'est ça que les gens vont vouloir porter et c'est ça qui va être commercialisé. C'est sûr que moi, dans mes cours, j'écris des livres là-dessus. Alors, c'est pas les cours que je donne des cours en communication à l'école de mode, pas du tout en design, mais c'est certain que moi, j'essaie de les sensibiliser au niveau de la publicité, au niveau d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que les prochains courants, parce qu'on est déjà rendu plus loin au niveau des tendances, on est vraiment plus dans la mode éthique, la récupération. Les jeunes veulent de moins en moins porter des marques, des logos, ils veulent recycler, ils veulent vraiment transformer. Alors, c'est les nouvelles mentalités, et je pense que l'élastique de l'hypersexualisation, il a vraiment été étiré au maximum. Je dis ça, mais cet été, dans les rues, particulièrement à Montréal, hein, tout ce qui est urbain, tout ce qui est milieu urbain, c'est vraiment là qu'on peut vraiment sentir le pouls de la mode. Mais la mode,
généralisées, je vous dirais pas les tendances qui sont initiatiques, mais celles qui sont portées, ce qu'on voit surtout dans les boutiques pour les jeunes, ça fait déjà comme 3-4 ans que ça a déjà été proposé par des groupes de jeunes. Bien, c'est ce qu'on va voir cet été. On a les fameuses sandales que moi j'appelle les spartiates à talons hauts, qu'on appelle aussi les bandales. Hein. Le vrai nom, c'est bandales, B-A-N-D-A-L-E. Vous allez en voir partout. Ce sont des chaussures qui ont été proposées en 1982 par des filles punk à Londres. Alors, vous voyez que ça a pris 40 ans avant de voir la masse populaire porter ces chaussures-là. La même chose, les ballerines. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont des ballerines. Imaginez-vous que ça s'inscrit aussi dans l'hypersexualisation parce que ça nous vient du modèle de Brigitte Bardot dans Les Dieux créa la femme. C'est Rose Repetto qui avait fait ces ballerines Cendrillon qui s'appellent expressément pour mettre en valeur ce qu'on appelle la bimbo, la femme-enfant aguicheuse. Aujourd'hui, vous avez 2 modèles, la femme-enfant aguicheuse, la bimbo, et vous avez la sex-bomb, la bombe sexuelle, qui va porter les fameuses bandales cet été. Alors, vous êtes à plat parce que vous ne pouvez pas toujours avoir vos stilettos, ou vous êtes en stiletto. Alors, vous avez 2 modèles. Et vous savez, ce n'est pas conscientisé. Je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous n'aviez pas nécessairement conscience de ça, mais il y a toujours une symbolique derrière les modes. Et c'est pas vraiment l'industrie qui propose ces symboliques-là. Ça vient de beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus complexe que ça, le phénomène de la mode. Je ne veux pas vendre mon livre sur l'hypersexualisation. Il coûte juste 10 $. Vous allez être étonné de tout ce que vous allez trouver là-dedans. Vous allez... je vous le dis, j'en ai quelques exemplaires aujourd'hui. Brigitte Lachance, moi je suis au ministère de la Santé. Je travaille à la fois pour l'implantation, la mise en œuvre de la charte pour l'image corporelle, mais aussi sur la préoccupation excessive à l'égard du poids et les problèmes de poids, la problématique du poids. Ma question s'adresse à Mme Bourgeois parce que vous avez dit que votre formation avait pour titre « Lorsqu'une image vaut 1000 mots, le mannequinat et les troubles alimentaires ». Moi, je l'ai pris en note. Je trouve ça un petit peu surprenant d'avoir choisi un tel titre parce qu'on prend pour acquis que tous les mannequins ont des problèmes de troubles d'alimentation, ce qui est pas tout à fait vrai non plus. Je trouvais que ça faisait pas, c'était pas une connotation positive. J'aurais plutôt apprécié pour une image corporelle saine et diversifiée ou pour ou quelque chose, en tout cas, qui tourne plus positif que de parler encore de troubles et d'arriver avec quelque chose, une formation qui parle de troubles d'alimentation alors que c'est pas ça qu'on veut faire nécessairement. Donc, j'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi un tel titre. Très belle réflexion. Par rapport au titre, la raison pour qu'on l'a choisi, c'est parce que notre mandat premier par rapport à la charte, c'est de vraiment aller plus à titre interventionniste et plus curatif par rapport aux troubles alimentaires qu'on retrouve chez les mannequins. Là, encore une fois, vous avez tout à fait raison. Comme j'ai mentionné, c'est pas tous les mannequins qui souffrent d'un trouble alimentaire, pas du tout. Si vous voulez des statistiques, dans la population générale, les troubles alimentaires affectent environ... pour m'aventurer, là, on marque pas ça... noir sur blanc, là, mais c'est environ à peu près 0,9%, à peu près comme ça pour l'anorexie. Chez les personnes qui pratiquent ce métier-là, ça peut monter jusqu'à 7 à 8%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une plus grande proportion qui ça va être présente dans ce domaine-là, étant donné qu'il y a tellement d'ampleur mis sur la minceur. Puis, comme je t'ai dit, de 15 à 16 ans, là, puis rendu à 25 ans, un mannequin ne peut plus nécessairement fournir au niveau des mensurations, donc doit peut-être commencer à faire des pratiques exagérées pour contrôler le poids. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi pour vraiment qu'ils voient ça comme, écoute, dans votre équipe, vous avez peut-être des mannequins qui souffrent en ce moment, qui souffrent en silence, puis vous avez une position privilégiée pour faire quelque chose, pour les aider. Peut-être ça sera révisé parce que c'est vrai que si on les met côte à côte comme ça peut donner l'impression qu'elles souffrent toutes de ça. C'est un titre tentatif, ça n'a pas été encore publié, donc définitivement votre commentaire, je le prends, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être mettre ça un peu plus doux par rapport à ça. C'est pour l'agence de mannequins. Donc, c'est pour les professionnels qui travaillent auprès d'elles parce que c'est vraiment eux qui vont voir plus les symptômes, qui vont voir s'il y a une baisse de poids. Puis aussi, les mannequins sont appelés à beaucoup voyager. Donc, les proches sont peut-être pas nécessairement autour et les proches sont vraiment la source d'inquiétude, les personnes qui vont plus confronter par rapport à l'alimentation. Donc, étant donné que les mannequins sont pas exposés à leurs proches, sont plus isolés, les professionnels qui travaillent auprès d'elles, c'est vraiment la clientèle qu'on essaie de plus aller chercher pour les aider en ce moment. Mais je prends ça en considération. Merci.
Je suis Suzanne Lemire du Conseil québécois sur le poids et la santé. J'ai trouvé ça très, très éclairant, tout ce que vous nous avez apporté, les clés que vous nous apportez pour comprendre les phénomènes de mode qui sont variés. Alors, toutes les questions d'extimité, c'est comme ça que vous avez appelé ça, de rituels ou de rites d'intégration sociale. Je veux faire un raccourci et puis je veux vous demander si j'ai compris ou si j'ai pas compris quelque chose en parlant d'hypersexualisation et de pornographisation, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, quand vous dites que bon, la mode reflète les valeurs sociales ambiantes. Est-ce qu'on peut penser que l'hypersexualisation, la pornographisation amène les femmes à se conformer collectivement à un modèle un modèle de pin-up, vous en avez parlé, pour satisfaire collectivement les fantasmes collectifs des hommes? J'aime beaucoup votre question. D'abord, c'est sûr que la mode hypersexualisée, elle est vraiment en lien avec les valeurs. D'abord, il faut comprendre que maintenant, les gens veulent séduire à vie. Hein, il y a beaucoup, on sait que l'amour, la fusion à vie en couple, c'est un modèle qui est moins prisé qu'avant ou qui est plus difficile à atteindre, peut-être justement à cause du monde marchand dans lequel on vit. On est habitué de changer plus souvent de partenaire. Ce qui veut dire qu'au cours de notre vie, on va avoir plus qu'un partenaire sexuel. Alors, ce qui veut dire aussi qu'avec l'éclatement des familles et tout ça, il va falloir s'organiser tout seul toute notre vie. Alors, moi, je donne l'exemple. Ma mère a 80 ans. Elle veut encore être séduisante. Elle veut encore plaire. Et elle a encore des partenaires de vie. Alors, aujourd'hui, les femmes et les hommes aussi veulent séduire à vie. Ça change complètement leur façon de voir leur apparence et tout ça. Et l'hypersexualisation, une des raisons, mais il y en a plusieurs, c'est aussi cette volonté de dire aux autres qu'on est toujours disponible sexuellement ou enfin qu'on est toujours performant ou enfin qu'on a toujours envie d'être aimé. C'est très difficile de dissocier amour de amour charnel. Alors, c'est une façon de dire aux autres qu'on est encore disponible et ça, c'est une des raisons. Il y a aussi qu'on est dans une société de performance. Une société de performance va valoriser beaucoup la jeunesse parce que pour être performant, il faut être en forme, il faut être jeune, il faut avoir l'air jeune. Alors, il y a de plus en plus d'hommes aussi maintenant qui se mettent, si vous voulez, à avoir une apparence plus jeune. Ils vont avoir recours à de la chirurgie esthétique. Ils vont aussi avoir des injections de Botox. Ils vont se teindre les cheveux. Alors, ils vont suivre les courants. Ils vont copier la mode des jeunes. Il y a de plus en plus de baby boomers qui s'habillent comme des jeunes. Vous marchez sur la rue, puis avant d'avoir vu le visage, vous ne savez pas si c'est un jeune ou quelqu'un de plus âgé de dos, parce que la mode, elle est sportive. Pourquoi elle est sportive? Parce qu'on a encore une fois dans le paraître de la performance et de la jeunesse, le jeu. Alors, tout ça, c'est interrelié. Alors, c'est sûr que la mode hypersexualisée s'inscrit là-dedans, mais il y a aussi tout le désir marchand, je vous dirais. Et moi, je pense que c'est un signe qu'on est une société aussi en panne de désir, parce qu'on sublime énormément. On est beaucoup dans l'image. Hein? Il y a des gens qui ne vont que sur des sites Internet, font l'amour à des images, finalement. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça, et c'est un phénomène, je parlais tantôt de pornographisation. C'est un terme qui est repris par Richard Poulin, qui en a plusieurs connaissent ici, qui a écrit énormément sur la pornographie juvénile et tout ça. Alors, on est quand même dans un univers, la pornographisation, c'est que les codes pornographiques sont plus limités à ceux qui vont sur des sites. On les retrouve partout. On en parlait tantôt dans la publicité, mais c'est partout. C'est au cinéma, c'est des téléséries à la télévision, c'est partout, partout. Les pin-ups, c'est de la pornographisation aussi, parce que c'est toujours une image sexualisée, c'est toujours la femme objet, mais il y a de plus en plus d'hommes aussi. Attention, on s'en va vers un modèle comme ça, parce que les femmes choisissant davantage leur partenaire sexuel maintenant, et ayant plus de partenaires sexuels au cours de leur vie, ont développé aussi des exigences qui sont en train d'être imposées aux hommes, que les hommes n'avaient pas auparavant. Alors, c'est pour ça qu'il y a des jeunes garçons qui vont souffrir maintenant de bigorexie. Les filles souffrent d'anorexie, les garçons de bigorexie. Ils veulent se gonfler pour avoir l'air plus masculin, et les filles, eux, veulent avoir l'air plus petite fille. Tu sais, quand on regarde les modes, le poil n'est plus à la mode. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi le poil n'est pas à la mode? Puis dans les années 70, on se roulait dans le poil, puis on aimait ça. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'aime plus ça?
Il faut se poser la question, c'est parce que maintenant, on veut des corps aseptisés, on a peur des maladies transmissibles sexuellement. Alors, les dents blanches puis le non-poil, c'est parce qu'on veut voir s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas d'infection de la peau. On a l'impression on veut tout voir, dans le fond, jusqu'au fond. La mode des tatouages aussi, qui fait paraître plus rebelle, fait en sorte qu'il faut enlever les poils. Si on veut voir les tatouages, on ne peut pas avoir une fourrure, tu sais. Alors, il faut vraiment... Mais c'est vrai. Alors, toutes ces modes-là ont toujours une raison. À chaque fois que vous voyez une mode, il y a toujours une raison. Puis quand on pense aux hippies des années 70, les grosses boules, les grosses têtes, la boule, c'est l'amour, c'est l'affection. Puis là, maintenant, la mode est au pic, pas frisée. On veut tous les cheveux raides, on s'est acheté des fers à défriser, on a des crânes rasés, on a des barbes négligées. Ça nous vient de l'esthétique punk, fin des années 70, début 80. Alors, tout ça, on s'en rend pas compte. On pose la question à un homme, on en a ici qui ont des crânes rasés. C'est la mode. Mais ça fait partie du thème de la sauvagerie. C'est pour faire plus agressif, pour faire plus peur. On n'en a pas conscience. On adopte ça parce que notre cerveau finit par être habitué à ça, finit par trouver que c'est ça qui est beau. Tu sais, on pense qu'on n'est pas influencé, mais tout le monde ici, on est influencé par ces modes-là. Les jupes déstructurées qu'on porte, les jupes nous viennent des punks qui se confectionnaient des vêtements à partir de ce qu'ils trouvaient dans les poubelles de trash. Ça vient de là. Alors, les cheveux colorés nous viennent des punks. Les barbes négligées, c'est l'hypersexualisation du côté masculin. Parce que la barbe négligée, vous ne savez peut-être pas, mais l'effet McClintock, il y a des chercheurs qui ont découvert qu'un homme qui avait des relations sexuelles régulièrement avait une barbe qui poussait 2 fois plus vite. Notre cerveau nous dit qu'un homme qui a la barbe négligée est un homme plus sensuel qu'un autre. Alors, c'est tous ces éléments, tout ce qui est à la mode en ce moment est lié à l'hypersexualisation. Voilà. Je voudrais avoir votre réflexion. Il y a peut-être 3-4 mois, apparaît sur l'émission, tout le monde en parle, une femme entre bien enveloppée et obèse, et qui peut-être avait dans la trentaine, et qui faisait l'apanage de son corps, était bien dans son corps. J'étais content pour elle. Et les gens applaudissaient le fait qu'elle s'affiche comme ça. Mais en même temps, elle renvoyait l'image, auprès des jeunes, d'après moi, qui laissaient voir que vous pouvez manger, vous pouvez vous laisser aller, de toute façon, vous êtes belle. Et là, donc, ça lançait un message, là, j'étais mal à l'aise par rapport à ce message-là, et je voudrais savoir comment est-ce que vous vous prononcez sur des personnes qui sont, j'allais dire, c'est très délicat de parler de la taille des femmes. Là. Je sais que c'est très, très délicat. Mais donc, qui s'affichent comme ça, c'est sûr que je les trouve belles, mais en même temps, pour les jeunes, quel message que ça envoie? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Puis je pense qu'en quelque part, on devrait peut-être se poser la question ensemble, est-ce qu'on n'accorde pas un peu trop d'importance à l'apparence? Parce que moi, de ce que je me souviens de la visite de cette dame à l'émission, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un qui profitait visiblement de la vie à 300%, quelqu'un qui bougeait, qui dansait, même que je me souviens qu'on lui a posé la question « Ah, vous êtes bonne en danse? » Puis la dame, c'est ça qu'elle fait comme métier, j'espère qu'elle est bonne en danse. Donc, est-ce qu'on n'accorde pas un peu trop d'importance au poids, puis finalement, est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu détourner le regard puis centrer plus sur le style de vie sain? Et ça, un style de vie sain, ça s'adopte peu importe le poids qu'on a. La santé, ça vient pas dans un seul format qui est la minceur. La santé, ça vient dans différents formats corporels. Et peu importe le poids qu'on a, le fait qu'on s'alimente bien, qu'on bouge, qu'on prend soin de notre corps, qu'on s'accepte, qu'on s'estime comme individu, peu importe le poids qu'on a, c'est positif. Donc, moi, des modèles comme ceux-là, de tous les formats, je voudrais que nos jeunes, au contraire, en voient beaucoup plus. C'est ça, c'est que nous, à l'ANIB, en tout cas, on reçoit beaucoup de questions par rapport aux proches et aux professionnels qui s'inquiètent quand ils ont un jeune devant eux qui a un surplus de poids. Ils vont dire, écoute, je m'inquiète pour sa santé, tout ça, puis c'est tout à fait légitime. C'est une inquiétude qui est très noble et très attentive. Reste que la première question, souvent, ils vont me dire le poids de la jeune, à l'environ 160, 170, puis elle fait, mettons, 5 pieds 4 ou peu importe. À chaque fois, je dis, OK, moi, mon poids, son poids, ça m'importe peu parce que ça me dit rien sur sa génétique, ça me dit rien sur rien.
Donc, je vais toujours demander quel comportement vous alerte autre que son poids. Donc, si elle me dit, bien, écoute, elle se cache chez elle, elle mange des pots de crème glacée, des barres de chocolat, puis c'est toujours dans des moments où elle est très anxieuse et très triste, là, on peut accorder que son poids est un problème. Mais même quand je dis son poids est un problème, c'est ses comportements qui sont des problèmes. Donc, avec cette personne-là, tout le monde en parle, j'ai vu l'entrevue. Et c'est ça, c'est vraiment d'aller voir si on est pour dire quelque chose comme ça au niveau de la santé, il faut vraiment être capable d'appuyer ça par des comportements qui sont malsains. En autant que les comportements sont sains et qu'elle bouge et qu'elle fait de l'exercice quotidiennement et qu'elle mange à sa faim, pas trop peu, tu sais, vraiment de manière équilibrée. Puis qu'elle se permet du gâteau puis une poutine une fois de temps en temps, puis... En autant que ça, c'est fait, puis que ces tests sanguins reviennent et que c'est correct, puis il n'y a pas de problème de santé en tant que tel, peu importe le poids que la personne a, là, en autant que ça, c'est correct. Nous, à l'ANEB, on dit que la personne n'a pas de problème. Donc, toujours très important aussi pour intervenants professionnels ici, si vous avez des parents qui vous approchent, souvent l'inquiétude là, est très, très palpable, puis ils vont beaucoup axer sur le poids et qu'est-ce que la personne mange et mange pas. Mais c'est vraiment l'attitude que le jeune a envers son alimentation et des comportements concrets là, qui sont plus importants à aborder. Oui. Et je dirais aussi que la semaine passée, il y avait le Congrès national sur l'obésité à Montréal. Et puis, on a vu de plus en plus, en fait, de chercheurs se préoccuper, dans un premier temps, de voir que les gens qui ont un surplus de poids sont victimes de stigmatisation et de préjugés face au poids qu'elles ou ils affichent, parce que les hommes ne sont pas à l'abri des surplus de poids et de l'embonpoint. Mais donc, et que il faut dépasser, en fait, le regard qu'on porte sur le poids qu'affiche la personne pour voir, bien, qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça. Donc, il y avait de plus en plus d'interventions sur le volet santé mentale, le volet autre que l'activité physique et l'alimentation. Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, aujourd'hui, affiche ce poids-là? Et aussi, il y avait l'idée que d'avoir un surplus poids n'est pas nécessairement synonyme d'avoir une mauvaise santé, comme Fanny le disait, ou des comportements qui s'inscrivent pas là, dans un mode de vie sain. Et à l'inverse, être très, très mince ne veut pas dire ça non plus. Et puis, j'ai assisté à un congrès il y a 2 jours à Toronto, le NEDIC, et il y avait un homme, en fait, qui parlait des comportements des jeunes hommes aussi sur l'amincissement et sur le fait qu'ils s'entraînent beaucoup, par exemple, et qu'ils deviennent très, très minces. Donc, à la fois, on pourrait dire que ces jeunes hommes-là sont en santé parce qu'ils sont très beaux physiquement et ils font beaucoup de sport, mais dans les faits, en fait, ils n'ont pas un comportement de santé. Donc, ça aussi, c'est un aspect qui est intéressant. Je vais juste rajouter un petit élément avant de passer le micro à ma collègue. Je pense aussi que ça soulève une question qui a été soulevée au congrès de l'obésité, qui est toute la question des préjugés envers l'obésité. Donc, effectivement, il ne faut pas nécessairement prendre pour acquis que cette femme-là, parce qu'elle avait ce format corporel-là, mangeait nécessairement mal ou était inactive. Clairement, c'est pas quelqu'un d'inactif puisqu'elle gagne sa vie à danser, à faire partie d'une troupe de danse. Ça nécessite des heures et des heures de pratique physique à tous les jours. Donc, c'est clairement quelqu'un qui, minimalement, est probablement beaucoup plus active que bon nombre d'entre nous dans la salle après-midi, dont y compris moi-même, qui passe mes journées devant un ordi ou dans des salles de conférence. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ça parce que il y a des gens qui ont été invités à Tout le monde en parle, des personnes minces, puis on ne s'est pas demandé si cette personne-là, on a pris pour acquis que parce qu'elle était mince, probablement, elle avait un bon style de vie, puis on ne se serait pas posé cette question-là si la danseuse qui avait été invitée avait été mince. Donc, il faut faire attention aux préjugés qu'on peut avoir, et les préjugés sont fort répandus dans la société dans laquelle on vit. Donc, des fois, c'est bon de se questionner nous-mêmes là, par rapport à ça. Là, c'est la madame du secrétariat à la condition féminine qui parle. Je dirais que d'être bien dans sa peau, si les jeunes se sentent bien dans leur peau puis qu'ils ont une bonne image corporelle puis une confiance en soi, c'est bien, tant mieux. C'est ce qu'on souhaite. Je dis les jeunes, mais les gens en général, puis les femmes en général, parce qu'elles sont soumises tellement à toutes sortes d'images puis à une pression sociale qui est très forte.
Puis on est très axé, on a parlé beaucoup de pornographisation, d'hypersexualisation depuis cet après-midi parce que j'étais absente ce matin malheureusement. Mais l'image des femmes est beaucoup centrée sur la séduction. Puis l'image qu'elles projettent, mais l'image que les autres reçoivent, plutôt que d'être bien dans sa peau puis de pas se préoccuper de ça, je trouve, actuellement. L'autre chose que je voudrais dire, là, je parle un peu comme professionnel, mais comme parent aussi. Il faut prendre conscience que on est des modèles pour les autres, on est des modèles pour nos jeunes puis pour nos enfants. Fait qu'adopter un mode de vie physiquement actif, manger sainement, puis avoir des bonnes habitudes de vie, ça s'acquiert chez les jeunes par l'exemple aussi, puis en voyant les autres faire, en voyant des enseignants s'entraîner, en voyant des parents qui gardent une activité physique. Puis ce midi, je parlais avec quelqu'un, garder un mode de vie physiquement actif pour les femmes, c'est tout qu'un défi. Pour des femmes qui sont actives sur le marché du travail, autant que les hommes maintenant, et qui ont à concilier le travail et la... Ça, on est supposé de mettre ça sur vibration? Et la conciliation famille-travail, ici, je pense que quand on parle de saines habitudes de vie, bien, ça rentre en ligne de compte. Je vais un petit peu plus loin dans ma réflexion parce que c'est un de nos dossiers aussi au secrétariat à la condition féminine. Si les femmes concilient maintenant le travail et la famille, elles ont beaucoup de difficultés et rencontrent beaucoup de défis à avoir du temps, une portion de vie qui est équilibrée par rapport à ce qu'elles souhaiteraient prendre soin d'elles. Prendre soin de soi, ça fait aussi être physiquement actif, ça prend un espace-temps. Alors, les femmes ont autant de charges familiales qu'auparavant, très souvent, mais elles travaillent maintenant. Alors, ça, je pense qu'il faut avoir ça comme préoccupation. Puis les partis politiques, je ne veux pas faire de politique du tout, mais les partis politiques en parlent tout le temps, mais prennent peu d'actions et de moyens concrets pour en arriver à des solutions. Est-ce que vous, quand on parlait s'il y avait une sensibilisation qui se faisait au niveau des cours dans les cours de mode, de design et tout ça, mais est-ce qu'il y a une sensibilisation qui se fait, une sorte d'éthique, de cours d'éthique pour les cours de marketing dans toutes les universités et tout, de un. De deux, c'est que moi, j'ai hâte au jour où on va avoir le secrétariat à la condition masculine. Excusez, là, mais je crois que profondément, et je le ressens à chaque fête de la femme, à chaque journée de la femme, je me dis tout le temps, le jour où on va aider les gars, on va aider les filles. Et justement, un de ces préjugés-là, c'est, j'entendais en arrière, est-ce que tout ça, c'est fait pour répondre aux fantasmes sexuels des hommes? Et là, j'ai trouvé ça dur parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils pensent les hommes? Est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que les gars pensent? Moi, j'ai toujours cru que les hommes, en tout cas, j'ai grandi avec l'image des filles de James Bond, pas James Bond, mais oui, James Bond, c'est ça. L'agent 007, puis les pitounes, là, il y en a de la pinotte là-dedans. Puis, je pensais que ça pourrait être belle, il fallait avoir 5 pieds et 8 minimum, j'ai 5 et 2, être blonde et, tu sais, les yeux bleus et tout ça. Et puis, je me suis rendu compte plus tard, ben non, les hommes, il y en a beaucoup qui aiment ça, des petites femmes, parce qu'ils se sentent grands, protecteurs, tout ce qu'on veut. Fait qu'on les connaît pas. Et je me suis dit, est-ce que il y aurait pas moyen de faire une sensibilisation, des programmes spéciaux pour les gars? Et aussi d'établir des pans de communication gars-filles pour faire comprendre aux filles que non, vous n'êtes pas tout seul à évoluer là-dedans. Vous n'avez pas tout seul à changer votre façon de penser. C'est pas juste à vous autres à vous habiller plus long. Les gars, ben peut-être qu'ils aiment ça, une fille qui s'habille normal, puis qui a un air normal, puis qui a l'air bien dans sa peau, puis qui aime la vie, tout simplement, qui la célèbre, la vie. Voilà. Je vais répondre à votre première question sur les cours en éthique marketing dans les écoles de mode. Il faut comprendre que les gens qui travaillent dans l'industrie de la mode ne sont pratiquement pas scolarisés. Hein. Alors nous, on a offert, ça fait 10 ans seulement, 12 ans en fait, que le baccalauréat en gestion et design de la mode à l'université existe, mais le milieu est vraiment pas scolarisé. Alors, des cours en marketing en général, il y a des cours en éthique qui existent. En tout cas, nous, on en a un en éthique du consommateur et du marketing à notre école de mode. Et ça, je pense que le mot éthique va maintenant faire partie de la grammaire sociale pour les 10, 15, 20 prochaines années.
on ne pourra plus y échapper. L'industrie de la mode non plus, puis c'est déjà entamé, ça. Pour votre deuxième question, bon, vous avez raison de dire que c'est peut-être pas ce que les hommes veulent et tout ça, mais il faut comprendre, vous avez parlé tantôt de séduction, que les femmes sont beaucoup axées sur l'idée de séduire, mais ça vient pas de moi, là, mais Jean Baudrillard, un grand sociologue qui est décédé il y a 3-4 ans, avait écrit en 1970 que les femmes avaient beaucoup de difficultés à dissocier leur féminité de leur capacité de séduire. Et vous savez que depuis 1920, à chaque fois que la femme a acquis une nouvelle liberté sociale, elle a aussi dénudé une nouvelle partie de son corps. Alors que ce soit d'accéder aux lieux publics, que ce soit d'accéder au marché du travail, la contraception, la permission de jouir sexuellement. Et là, depuis quelques années, qu'est-ce qu'elle expose de nouveau, sa femme? C'est son ventre. Alors moi, je me suis intéressée à savoir, c'est quoi la nouvelle liberté que les femmes ou les filles ont, à quoi elles ont eu accès. Et je pense que d'après ce qu'on lit, c'est à leur nouvelle liberté de choisir leur partenaire sexuel et d'en avoir plus qu'un au cours de leur vie. Je ne vous dis pas que c'est correct, mais j'essaie juste de voir pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça depuis 1920. À chaque fois qu'il y a une nouvelle partie du corps de la femme qui est dénudée, elle est toujours associée à une nouvelle liberté. Alors... Quelqu'un? Oui. Moi, je voulais juste vous dire qu'au secrétariat de la Condition féminine, depuis 2007, il y a une politique en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. On est à l'élaboration du 2e plan d'action présentement. Et c'est certainement quelque chose à laquelle on est sensible de mettre à contribution. Ça a toujours été vrai que pour les rapports égalitaires, il faut éduquer les hommes, puis il faut que les gars fassent partie de la quête, puis l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on a eu une commission parlementaire au mois de février à l'Assemblée nationale, et sur une centaine de personnes qui sont venues en ligne sur le site pour identifier des besoins, identifier des actions qu'ils souhaitaient qu'on pose éventuellement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y avait pas plus que 10 hommes, et certains qui sont connus là, des groupes de femmes. Maintenant, ce que ça nous a amené à se positionner, c'est de se dire qu'il va falloir apporter toute l'importance nécessaire. Quand je parlais de conciliation famille-travail tantôt, les femmes n'y arriveront pas seules, puis c'est pas ce qu'on veut non plus. Alors, il faut forcément repenser des fois à la façon peut-être d'agir avec eux, mais de les interpeller aussi dans différents programmes, dans différentes politiques. Donc, ça sera pas long. Dans le fond, c'est juste pour mentionner que nous, à travers les initiatives qu'on fait, on cible autant les filles que les garçons dans les écoles secondaires et les organismes communautaires jeunesse. Et je peux vous dire que c'est très intéressant d'aborder toutes ces questions-là en ayant le discours filles et garçons entremêlés. Et on a un des kiosques qui est de voter pour la plus belle fille ou le plus beau gars, et on compare le vote des filles avec celui des garçons, et je peux vous dire qu'ils n'ont pas le même choix. Donc ça, c'est clairement quelque chose d'intéressant à souligner. Et aussi, quand on a recruté nos jeunes pour le jury des prix Imagine, on a appelé Anne Polyvalente, puis on a dit, pouvez-vous essayer de nous recruter des jeunes? Et c'est 3 garçons qui ont répondu à l'appel. On a dû aller s'adresser à un autre endroit pour recruter les filles. Donc, je pense que les gars sont intéressés par ces questions-là. Et lors des rencontres, ils nous ont posé beaucoup de questions et des sujets qu'on pensait a priori être plus d'intérêt pour les filles, comme les méthodes de produits amaigrissants, les régimes miracles, tout ça, ils nous en ont parlé. Je me rappelle d'un garçon qui nous a parlé du fameux, l'espèce de cellophane qu'on s'enroule autour des cuisses pour avoir une belle silhouette. Puis ça l'avait vraiment marqué, ces publicités-là. Il nous disait, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Comment ça qu'on permet ça, de mettre ça dans les magazines? Donc, oui, ça les interpelle, puis je pense que c'est une bonne idée de les cibler. Mesdames, Messieurs,